Bonsoir et merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous politique sur la chaîne Au Code Nos Défis. Vous êtes bien à Surface de Vérité. Dans le fauteuil blanc, je reçois pour vous le président de l'UNIPS, l'Union pour la Renaissance Parti Sankaris, Maître Benewende Sankara. Bonsoir. Bonsoir, M. Guébré. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Vous êtes un habitué de ce plateau. Commençons par Ma part de vérité de Jean-Baptiste Ouédraogo, ce livre polémique qui vient de sortir et qui parle justement du leader de la révolution burkinabé, Thomas Sankara. Vous êtes sankariste. Alors, JBO qui parle de sa gestion du pouvoir, le CSP, la gestion du pouvoir par le CSP. Avez-vous lu le livre? Tout d'abord, je voudrais une fois de plus réitérer ma gratitude à BF1 et souhaiter bonne heureuse année à tous les Burkinabés et particulièrement aux téléspectateurs et à nos forces de défense et de sécurité, beaucoup de courage dans cette épreuve qui nous assaille tous. Ceci étant, je l'ai lu. Je l'ai lu, mais je voudrais tout de suite dire qu'il ne faudrait pas ramener le président Jean-Baptiste Ouédraogo au rang d'un certain Salman Rushdie, si vous vous rappelez, celui-là qui avait écrit, qui avait été l'objet de la fatwa lancée donc par l'imam Khomeini en son temps. Et la suite, vous la connaissez. Je veux dire que M. Jean-Baptiste Ouédraogo n'a ni le mérite ni le profil d'être considéré comme tel. Encore moins, il ne faudrait pas que nous ayons une attitude aussi de ces Chinois dont nous déplorons l'attitude en Côte d'Ivoire, mais de regarder un livre comme étant une œuvre d'esprit qui, d'une manière ou d'une autre, vient, comme là se constate, pour agrémenter le débat, porter la contradiction et amener chacun justement à comprendre notre histoire et à nous tracer beaucoup plus des lendemains meilleurs. Ceci étant, le livre de M. Jean-Baptiste Ouédraogo, Ma part de vérité, vient dans un printemps de livres qui ont été écrits sur le président Thomas Sankara. Dans un printemps d'œuvres artistiques, de chansons, notamment des rappeurs, pas seulement des rappeurs, parce qu'on trouve aussi du gaz, des rues sont aujourd'hui baptisées, des maisons, des immeubles, partout dans le monde au nom du président Thomas Sankara qui reste une icône. Donc, je l'ai lu, je l'ai suivi. J'ai suivi beaucoup de commentaires. J'ai suivi le professeur Dramane Konaté, etc., sur le livre de Jean-Baptiste. Et que retenir de ce livre-là? Alors, je retiens principalement, surtout vers la fin du livre, et comme lui-même il le dit, son livre a une histoire qui s'arrête à un moment donné où notre jeunesse, la plupart des jeunes, n'ont pas connu cette époque, cette période. Donc, peut-être que le tome 2 nous le dira. Mais en attendant, moi, ce que je retiens, c'est la perception de l'homme, sa vision, qui est une vision pratiquement aux antipodes, en parfaite contradiction et en déphasage avec la vision du président Thomas Sankara. Il le dit. Et autre aspect que je retiens, lui-même dans sa narration, c'est un accident de l'histoire qu'est M. Jean-Baptiste Ouédraogo. Il ne s'attendait pas à gouverner ce pays. Ça lui est tombé et je pense qu'il a été otage à un moment donné. Et malheureusement, il n'a pas pu dissimuler 37 ans après cette rancœur-là. Donc c'est pour moi un livre de vengeance. C'est très vindicatif tout ce qu'il dit. C'est un livre de vengeance. Ah, tout à fait. Que raconter, ça n'a pas de vérité. Ça n'a pas de vérité. Nuance. Et quand on parle de pas de vérité, bien sûr, c'est à relativiser.
Mais moi, ce ne sont pas les faits divers dans le livre qui m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, si vous voulez, cette dynamique, cette concurrence entre deux types de sociétés. Une société progressiste, incarnée donc par le président Thomas Sankara et son groupe, et une société réactionnaire, en tout cas incarnée par Jean-Baptiste à un moment donné. C'est un réactionnaire? Ah, tout à fait, tout à fait. C'est un réactionnaire. Et pourtant, pur et dur. il dit avoir une vision pour son pays et qu'il voulait faire une transition de 2 ans. Vous voyez, effectivement, dans son livre, à la dernière page, il met son discours du 10 décembre 82. Et quand vous lisez effectivement son livre, son discours, il annonce comme un discours programme qui tient sur 2 pages sa vision. Mais il n'a pas un programme politique. Et puisque lui-même, de par son histoire, de par son passé, ce qui l'a intéressé, c'était ses études. Il le dit en 1968, quand il y a eu les grèves en Côte d'Ivoire, eh bien, lui, il s'empressait de trouver là où il pouvait aller tranquillement terminer ses études, et c'était dans l'armée. Et il n'a jamais été militaire. Ça aussi, le général Tamini l'a révélé. Donc, tournons la page de cette part de vérité et allons de l'avant. Tout à fait. Mais c'est quand même un livre qui apporte un plus à l'éclairage de l'histoire politique de ce pays. Mais qui s'est noyé dans plusieurs œuvres, aussi bien littéraires que artistiques, qui magnifient, comme il parle des 2 faces de la médaille, qui justement magnifient la face visible de l'iceberg, de la médaille, qu'aujourd'hui notre jeunesse et le monde entier, particulièrement les Africains, apprécient chez le président Thomas Sankara. Je pense que aujourd'hui, d'ailleurs, le jeune docteur Hyacinthe Ouedraogo vient justement, j'ai son livre ici avec moi. Tout à fait. Le rêve burkinabé. Ce livre paraît tout juste quelques semaines avant l'apparition du livre de Jean-Baptiste Ouedraogo. Et ce jeune qui est né dans les années, j'allais dire, pratiquement sous la Révolution, qui n'a pas connu le président Thomas Sankara, fait des recherches et arrive au fait que, effectivement, le président Sankara portait le rêve burkinabé, pourquoi pas le rêve africain. Et aujourd'hui, d'ailleurs, l'un de vos confrères, je pense à M. Bilro, vient de publier un livre, un ouvrage, qui parle du rêve burkinabé qui peut devenir une réalité. Ce qui veut dire que dans ce contexte-là, il était vraiment difficile de chercher d'une manière ou d'une autre à ternir l'image d'une icône, puisque lui-même il reconnaît que pour le moment, Thomas Sankara c'est le modèle idéal. Justement, il reconnaît ça. Ça veut dire quelque part que l'homme reconnaît que Sankara reste un modèle pour cette nouvelle génération, cette jeunesse burkinabé. Mais il parle aussi de son héritage, l'héritage de Thomas Sankara. Que faisons-nous de cet héritage? Vous êtes parti sankariste. D'abord, on va suivre un extrait de ce qu'il dit à propos. Le meilleur modèle pour l'instant, c'est Sankara. Vous êtes d'accord avec ça? Mais je ne l'ai jamais nié. Non. Le meilleur modèle pour l'instant, c'est puisqu'il y a des pays qui s'en inspirent. Il y a des pays qui s'en inspirent. Pourquoi chez nous, on ne s'en inspire pas? Est-ce par incapacité? Pourtant, il y a des partis sankaristes dans le pays. Pourquoi? Pourquoi? Interrogation qui s'adresse à vous, parti sankariste. Que font les partis sankaristes justement pour capitaliser cet attachement de la jeunesse à Thomas Sankara? D'abord, je remercie le président Jean-Baptiste Ouedraogo d'avoir eu, sous bien sûr la réaction, j'allais dire populaire, reculée pour reconnaître ce mérite au président Sankara et de dire qu'effectivement aujourd'hui c'est le meilleur modèle. C'est ce que nous avons toujours affirmé il y a 20 ans, l'Union pour la Renaissance parti sankariste. Et quand nous voyons le jour, il y avait une kyrielle de partis sankaristes. Je ne vais pas faire l'histoire ou le procès du sankarisme, mais aujourd'hui, ce qu'il faut retenir,
c'est qu'après l'insurrection de 2014, tout le monde est sankariste. Les sankaristes ne sont pas seulement dans les partis politiques, on les trouve chez des individualités, Dans la société civile. Dans la société civile, on le trouve en fait chez tout Burkinabé, chez tout Africain qui est fier de sa dignité, qui est fier de son intégrité, qui veut qu'à travers justement des présidents qui ont été intègres, à l'image du président Sankara, l'Afrique soit dirigée comme le président Sankara, à l'image du président Sankara. Donc, du coup, où on attend cela, justement, c'est comment on traduit dans les politiques. Non, mais il faut un programme sankariste, c'est tout. Il faut une gouvernance sankariste. Et c'est ce qui manque jusqu'à Mais présent. bien Que sûr. faites-vous en tant que sankariste? Je suis d'accord avec vous, c'est ce qui manque. C'est pour ça que nous avons toujours prôné une gouvernance de rupture. Il faut y arriver. Mais cette rupture, vous pensez l'avoir eue avec le MPP? Vous dites que le MPP porte les aspirations du tout à sankarisme. fait, parce que le MPP... Vous maintenez cela? Tout à fait. Qu'est-ce que le MPP apporte en termes de sankarisme, à part peut-être le Faso d'Anfani porté par le président de Faso? Mais c'est trop facile ça. Monsieur Guébré, ceux qui nous suivent me sont témoins. Le président Roch-Marc Christian Kaboré n'a pas pris le pouvoir d'État comme Jean-Baptiste Ouedraogo. Il l'a pris à travers les urnes. C'est plus de la... Sankara n'a pas pris le pouvoir par Non, je ne parle pas de Sankara. Je crois que nous sommes en train de parler aujourd'hui du pouvoir du MPP. Puisque vous faites référence à Jean-Baptiste Ouedraogo. Oui, c'est pour dire qu'aujourd'hui, en démocratie, le peuple il est souverain. Et c'est le peuple qui choisit ses dirigeants. L'essentiel, c'est de pouvoir faire la dévolution du pouvoir dans les règles de l'art pour qu'il n'y ait pas d'élection contestée. Il y a quoi de sankariste dans la gouvernance actuelle? Bon, déjà, au sein même du parti, donc au sein du MPP, beaucoup qui étaient même à l'UNIR-PS ont rejoint le MPP à sa création. Et ensuite, le MPP, quand vous regardez sa ligne politique, il prône la social-démocratie, donc un certain nombre de valeurs de gauche qui devraient, en principe, gouverner ce pays-là. C'est-à-dire la gouvernance devrait se reposer sur ça. Une chose est effectivement de le dire en théorie et l'autre c'est la pratique. Ce que moi je déplore, et cela constitue un constat avec tous les observateurs, c'est que à l'heure du bilan, nous aurons le temps de voir est-ce qu'on a pu apporter une gouvernance sankariste dans la cogestion du pouvoir avec le MPP. Et on le fera puisque nous-mêmes nous convoquons un congrès pour faire ce bilan-là. Malgré cette masse critique au niveau de l'opinion quand même favorable aux idées de Sankara, est-ce que vous voulez dire que vous n'avez pas réussi malgré cela à traduire ça dans la gouvernance avec le MPP? Nous ne sommes pas majoritaires dans la gouvernance, nous sommes dans une alliance. Et cette alliance se fait avec une soixantaine de partis politiques autour donc, du MPP. Qui n'ont pas la vision sankariste comme boussole finalement? La vision, c'est bien sûr le programme du chef de l'État qui a été élu sur cette base. Ce sont les lettres de mission qu'on donne à nos deux ministres qui sont dans le gouvernement. Et c'est bien sûr, nous, nos prises de position à l'interne comme à l'extérieur en tant que parti politique d'obédience sankariste. Là, nous défendons nos points de vue. Ça ne se traduit pas forcément toujours, que ce soit Sankara, vous connaissez son amour pour l'environnement, vous connaissez aussi sa passion pour le monde rural, pour ce qui est de l'élevage et tout ça. Mais est-ce que ça se traduit aujourd'hui au niveau de vos ministères, par exemple? Rien que là. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas me prouver le contraire. Ah bon? Pas du tout. On peut citer quelques exemples de faits qui montrent que citez. Vous avez révolutionné les choses à ce niveau? Non, à la mesure de la lettre de mission donnée par le chef de l'État. Et ce que nous entendons révolutionnaire, ce sont nos prises de position, ce sont nos avis, ce sont nos suggestions qui peuvent compter ou qui peuvent ne pas compter. Et je vous dis, quand vous regardez d'ailleurs le giron donc, du pouvoir d'État, eh bien, il y a des individualités sankaristes qui participent également à la gestion du pouvoir d'État. Je ne veux pas citer de nom, mais vous les connaissez. Est-ce que ça s'imprime? C'est ce que je vous dis et je répète, ça ne s'imprime pas pour la simple raison que le pouvoir a été conféré par le peuple au MPP et à son président. Et nous sommes dans une alliance, c'est-à-dire
pour reprendre l'expression d'ailleurs des journalistes, des accompagnateurs. Donc, si vous n'avez pas la locomotive, vous ne pouvez pas forcément diriger les choses. Mais nous sommes quand même écoutés, et je crois, avec le peuple burkinabé tout entier, que ce qui manque au pouvoir de M. Roch-Marc Christian Kaboré, c'est de donner une gouvernance ambitieuse, allant dans le sens d'une société vertueuse. Et là, il faut une rupture, lutter efficacement contre la corruption, lutter contre l'impunité. Il faut travailler à ce que lui-même, il a mis l'accent sur le capital humain, qu'on y revienne, parce que là, il s'agit des valeurs. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez que le Burkina Faso recule en matière de corruption. Vous voyez qu'on parle d'incivisme. On dit que l'autorité de l'État s'effrite. Donc, au regard de tous ces mots, il est difficile, justement, de parler de bonne gouvernance. Sankara, c'est un leader, il n'accompagne pas. Sankara avait les clés du pouvoir. Il était au pouvoir. Mais Sankara aussi savait démissionner quand il n'avait pas Sankara n'est pas arrivé au pouvoir comme nous autres, nous sommes en train de le faire. Chacun a sa méthode. Nous ne sommes pas Thomas Sankara. Nous sommes des sankaristes, c'est-à-dire nous tendons vers un idéal parce que nous considérons Sankara comme porteur d'idéaux, comme une icône. Et de ce point de vue, à chacun sa stratégie. La preuve, c'est que vous avez des sankaristes qui sont aujourd'hui dans l'opposition. Et nous avons choisi d'être dans la majorité pour des raisons qui nous sont propres. Et il y a des sankaristes aussi qui ne sont nulle part. Alors, mais tout le monde est Sankara. Tout le monde est Sankara, finalement. Alors, on va suivre un deuxième extrait de Jean-Baptiste Ouédraogo, toujours sur la question. Mais je ne peux pas enlever ce repère. Moi, ce que je constate, c'est que ce repère semble simplement exister dans le verbe. C'est la rhétorique. Mais moi, je pense que s'il y avait eu du vrai Sankara dans ce que nous faisions, mais on n'en serait pas là. Ça, c'est sûr. Beaucoup de choses auraient changé. Mais il y a eu plus de slogans, mais pas d'actes positifs. Voilà. Plus de slogans, mais pas d'actes. Ça, c'est une réalité. Mais lui, il est où? Il parle surtout de ceux qui revendiquent l'héritage. Mais lui qui a été président de ce pays-là, pourquoi il n'a pas voulu faire comme Sankara? Et pourquoi il a combattu Sankara? Et pourquoi il a combattu Sankara? Vous voyez que c'est un monsieur qui se contredit. Non, mais il ne revendique pas le Sankarisme. Oui, mais il reconnaît que c'est le meilleur repère. Oui, mais il le reconnaît après son acte, après la Révolution, il reconnaît que Sankara et ce qu'il dit est extrêmement dangereux, que dans son livre, il pourfend Sankara. Pour la postérité. Non, pour sa partie de la gestion du pouvoir. Ah, vous voyez, il pourfend quelqu'un et pour dire finalement, voilà un héros. Oui, mais sur des aspects précis de gouvernance, de pratique politique, mais sur le concret, sur la gouvernance Sankara, sous la Révolution, il reconnaît que c'était un homme quand même qui a apporté quelque chose. Et il pense que ceux qui se revendiquent comme héritiers de Sankara devraient pouvoir traduire ça dans les actes et non rester dans le discours. Oui. Ça, il a raison. Non, dès que nous allons accéder au pouvoir d'État, avec bien sûr la liberté d'appliquer un programme Sankara, on le fera. On le fera. Mais est-ce que vous allez conquérir le pouvoir d'État en continuant d'accompagner? Mais pourquoi pas? Je vous ai dit tout à l'heure que je soutiens et je maintiens que le MPP porte ce rêve-là. Vous maintenez? Ah si. Pourtant, vous parlez de corruption qui augmente, d'incivisme et tout ça. Ça, c'est l'environnement. Pour un sankariste, c'est le contexte sociopolitique. On devrait claquer la porte, non? Pas du tout. Claquer la porte pour aller où? Claquer la porte pour chercher des solutions ailleurs. C'est comme cautionner la corruption. Ou claquer la porte pour prendre des armes. Nous avons choisi la démocratie. C'est ça la nuance. À l'UNIPS, en tout cas, chez nous, c'est la force de nos arguments. C'est cette force-là qui va nous imposer à l'échiquier politique. Nous n'avons pas d'autre choix que de confronter nos idées avec les autres. Et notre histoire nous donne raison. Nous avons ici, dans ce pays, travaillé avec des libéraux. N'oubliez pas qu'en 2005, il y a eu ce qu'on appelait Alternance 2005,
où toute l'opposition s'était retrouvée, toutes tendances confondues, parce qu'on voulait une alternance. Mais nous n'avons pas reculé parce que nous étions des sankaristes. N'oubliez pas que dans ce pays, il y a eu un moment où on ne pouvait pas exhiber une photo de président Sankara dans la rue. Mais aujourd'hui, c'est une réalité que tout le monde arbore fièrement des effigies du président Sankara. C'est peut-être votre mérite, justement, mais bien d'avoir... sûr, c'est un combat de longue haleine. Et nous avons dit la renaissance. Unir, ça veut dire la renaissance. Et je pense que nous avons atteint fondamentalement un objectif qui était de faire renaître Sankara, que même ses contempteurs, ceux qui l'ont combattu... Il faut le traduire dans les actes. Oui, bien sûr. Ça, c'est l'autre pan, l'autre volet, justement, de la politique. Donc, Guébré, je suis parfaitement d'accord avec vous qu'on a gagné une victoire, mais il reste la bataille. La bataille, c'est effectivement, comme je vous l'ai dit, pouvoir appliquer dans ce pays un programme sankariste. Et là, effectivement, avec 5 députés que nous avons obtenus, avec les suffrages que nous avons, on ne peut pas appliquer, bien sûr, des actes sankaristes au Burkina Faso, où après 27 ans, on est tombé si bas dans la corruption, on est tombé si bas dans la misère, dans la pauvreté. Les fondamentaux se sont écroulés. Il faut tout refaire. Et je suis d'accord avec Bilgo, et d'ailleurs avec le docteur Hyacinthe Ouedraogo, quand ils mettent l'accent sur l'éducation, quand on parle d'incivisme, quand on parle bien sûr de manque de repères, c'est parce que nous devons avoir une politique ambitieuse et audacieuse pour relever tous ces défis. Est-ce que, justement, vous faites assez pour capitaliser finalement cela? Qu'est-ce qui fait que les sankaristes ont du mal véritablement à traduire ça dans les urnes? Oui, parce qu'on n'est pas unis. Ça, c'est d'abord un. Il faut avoir une unité, d'abord d'action, mais une unité idéologique pour pouvoir mobiliser les populations autour de mots d'ordre justes et pertinents. Donc, moi, je peux parler de l'UNIPS, mais je ne peux pas parler... C'est de votre responsabilité en tant que parti. L'UNIPS est quand même, en termes de poids, le parti peut-être le plus important aujourd'hui. Le parti sankariste, je vais dire, vous aurez pu traduire ça. Ça, c'est de votre responsabilité. Oui, c'est pourquoi nous avons... De créer cette union. Nous avons ce qu'on appelle un programme alternatif que nous défendons. Nous avons aussi, au niveau du parti, des mécanismes d'union. Pour la petite histoire, en 2009, nous avons connu des fusions. Au congrès prochain, peut-être qu'on aura également d'autres fusions. Mais n'oubliez pas que nous-mêmes, en tant que UNIL-PS, nous sommes le fruit d'une large union des sankaristes, en commençant par la Convention panafricaine sankariste qui avait absorbé beaucoup de partis. Mais chasser le naturel, il revient au galop. Si chacun veut aller créer un parti pour porter... Le problème d'ego, ça existe beaucoup chez les sankaristes. Mais bien sûr, parce que tous les partis de gauche sont très sensibles aux questions politiques et idéologiques. Ce n'est pas seulement au Burkina. Hein. Et ça reste un véritable problème, justement. Parce que si on est tous d'accord que Sankara fédère, Sankara mobilise l'énergie de cette jeunesse quand même assez importante en termes de poids électoral, mais qui ne se traduit pas dans les urnes, ça reste un problème. Oui, parce qu'il est difficile d'utiliser le nom d'un mythe pour y arriver, parce que tout le monde s'en réclame. Je vous donne l'exemple de Kwame Nkrumah au Ghana. Est-ce que vous avez vu le parti qui portait le nom de Kwame Nkrumah aller loin, prenez un peu au Congo avec Lumumba? Il y a un parti lumumbiste qui peut pas accéder au pouvoir. Il y en a un peu partout dans le monde comme ça. Mais là n'est pas mon propos. Je veux simplement dire que la maladie infantile chez les sankaristes, vous l'avez dit, c'est l'ego. De deux, c'est ne pas pouvoir aussi évoluer avec son temps. Voilà pourquoi je suis à l'aise de parler de l'UNIPS. Nous avons choisi, dans tout le sankarisme, le discours du 4 août 1987 du président Thomas Sankara pour bâtir notre discours et notre programme. Et c'est ça que nous offrons, que nous vendons, si vous voulez. Et nous expliquons notre projet de société sur ce discours-là. Et nous avons banni, quand nous sommes arrivés, de toute idée de stigmatisation et d'exclusion. Et on nous prenait pour des modérés en son temps. Et nous avons dit, oui,
Sankara était un homme qui n'était pas un dogmatique. Et Jean-Baptiste le reconnaît. Thomas Sankara, c'était un homme très cultivé, très ouvert, qui partait vers tout le monde. Son problème, c'était ce pays, le Burkina Faso, son bien-être, le bonheur du peuple. Et nous disons qu'avec des formules simples, on peut transformer notre vécu quotidien. Mais maintenant, vous savez, la politique telle qu'elle est menée sous l'égide des règles bourgeoises, c'est autre chose. On peut, sur la base des moyens, sur la base de ce qu'on est au pouvoir, prendre le pouvoir d'État. Vous parlez de bourgeoisie. Est-ce que ce n'est pas ça aussi le problème des sankaristes aujourd'hui, c'est-à-dire l'exemplarité, vivre comme Sankara, c'est dire vivre modestement? Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui fait que le peuple a du mal à vous faire confiance? Moi, je pense que ça, c'est faire mauvaise querelle. Parce que vivre comme Sankara, c'est de vivre africain, simplement, comme lui me le dit. Vivre à notre image. Mais vivre pas dans les V8? C'est un peu différent. Moi, je roule en 4x4, même avant de venir en politique à l'UNPS, et je roulais en 4x4. C'est pas sankariste, ça? Ah si, Oui. parce qu'avec ma voiture, que j'ai eue sur mes propres deniers, à la sueur de mon front, je l'ai utilisée pour aller partout dans les contrées du Burkina Faso pour annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire dire que Sankara, c'est ce qu'il nous faut. Ce n'est pas quelqu'un qui me l'a acheté. Je n'ai pas volé. Sankara, ce qu'il n'aimait pas, c'est les délinquants à col blanc. C'est utiliser les deniers publics. Mais moi, j'utilise mes biens pour le peuple. En tant que député, les deniers publics sont là. Oui, c'est aussi ça. Avant d'être élu en 2002, il fallait investir dans le parti. Le parti n'est pas ex nihilo comme ça. Pour qu'un parti grandisse, ce n'est pas pour les partis sankaristes depuis 1990 ne pouvaient pas avoir un seul conseiller. C'est le retour sur investissement maintenant? Quel retour? Je ne l'ai pas. Vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale, oui, mais vous avez certainement beaucoup d'avantages, vous avez des ministres dans le gouvernement. Oui, mais en quoi cela est un retour sur investissement puisque nous visons la conquête du pouvoir d'État qu'on n'a pas encore eu? Donc on a encore du chemin pour arriver à ce stade-là et de dire voilà le programme que nous avons. Si nous avons le pouvoir d'État et on n'a pas le comportement et l'exemplarité du président Thomas Sankara, en ce moment, jugez-nous à la place de la Révolution. Est-ce qu'à l'étape actuelle, en tout cas, vous pouvez encore changer d'habitude et avoir l'exemplarité de Thomas Sankara? Vous êtes déjà dans les habitudes bourgeoises. Hein? Quelle habitude bourgeoise? Vous ne connaissez pas ma vie privée? Et qu'est-ce que j'ai comme habitude bourgeoise? Vous avez des grosses voitures, vous avez de gros salaires à Vous l'Assemblée. savez, ceux qui ont créé même le marxisme-léninisme, regardez un peu leur vie, et ils ne sont pas nés dans des grottes. C'est toute la différence avec Thomas Sankara, justement, non, qui est mort sans rien. Oui, Thomas Sankara avait le pouvoir d'État et il utilisait le pouvoir d'État pour le bien du peuple. Nous n'avons pas le pouvoir d'État, nous utilisons nos moyens. Mais l'exemplarité, ça commence par là. Je dis nos moyens. C'est ça qui fera que le peuple va vous faire confiance et vous confier les destinées. Mais si je n'ai pas, moi, aujourd'hui, les moyens de ma politique, eh bien, le peuple ne va jamais même découvrir le président Sankara. Ce n'est pas vrai. C'est parce que nous avons ce strict minimum et qu'avec des députés, nous pouvons payer des cotisations au parti, que le parti évolue, se structure et a une assise sociale et défend Sankara. Certains voulaient que Sankara meure dans l'œuf. Voilà pourquoi nous portons l'œuf avec 5 doigts. D'accord. Alors, on va poursuivre, mais toujours dans la même dynamique aussi, pour parler des élections de 2020 qui s'approchent, aussi la question sécuritaire aussi, et avec les tueries qui se poursuivent, malgré la rencontre de Pau. Oui, mais bien sûr, c'est un constat. Finalement, c'est un échec, Pau. Est-ce que, pourtant, le président de Faso avait laissé entendre qu'il y avait des espoirs. Mais bien sûr, déjà, il y a des engagements qui ont été pris au niveau de la France. On constate que des décisions ont été prises d'augmenter le nombre de militaires, au plan logistique également, mais de travailler aussi à ce qu'au niveau du G5 Sahel, vous avez vu que les ministres
donc, de cet espace se sont réunis pour reviser un peu la coopération militaire, permettre désormais à ce que ces délinquants-là soient poursuivis dans les frontières jusqu'à 100 km. Donc, Pau, comme nous l'avons dit, c'était de réviser, de revoir les accords qui existent entre la France et certains pays africains. Vous étiez contre Pau au départ? Non, pas du tout. Ah bon? Pas du tout. On vous a vu aux côtés d'organisations de la société civile. Ah si, mais c'était pour justement dire qu'il faut aller à Pau. Ah non, il faut revoir M. Guévré, ce qui a été dit à la conférence de presse. On vous a vu tirer à boulet rouge. Non, nous avons été à cette conférence de presse pour dire que les rapports patrimoniaux, pour reprendre donc l'expression chère à Dr Salifou Diallo, les rapports de colonisateur à colonie, c'est fini. Il faut que M. Macron le comprenne, parce qu'il ne peut pas, aujourd'hui, président de la France, tutoyer ses pairs, parce que désormais, les présidents africains ont affaire à des citoyens qui ne sont pas des citoyens de seconde zone et qui ont été dans les mêmes écoles que lui. C'est une confirmation de ce rapport, justement. Pas du tout, pas du tout. Je suis au regret de dire pas du tout. Le président français qui convoque 5 chefs d'État. C'est vous qui le dites. Moi, je pense que la demandé de clarifier leur position. Monsieur Guévré, vous avez vu la réaction qui s'en est suivie après son discours de Londres, aussi bien au Burkina, au Mali, un peu partout en Afrique, et il a été obligé d'envoyer un émissaire dans ces pays-là. Mais c'est pour dire que plus rien ne sera comme avant. Et Pau a été l'illustration que plus rien ne peut être comme avant. Malheureusement, après Pau, tout est comme avant. Oui, les terroristes continuent de... Les terroristes continuent. De terroriser. Là, c'est la faiblesse de nos États. Le terrorisme n'existe pas seulement au Burkina. Le terrorisme a frappé les États-Unis, au cœur des États-Unis. Chaque État essaie de protéger sa population. Mais bien sûr. Mais croyez-vous Il n'y a pas tous ces morts civils aux États-Unis? Non, croyez-vous que les autres États n'ont pas eu aussi recours à d'autres puissance pour les aider? C'est un combat universel contre le terrorisme qu'il faut mener. Vous êtes d'accord pour la présence française en Afrique, au Sahel? Moi, je ne suis pas d'accord avec la présence d'une quelconque troupe militaire en Afrique, encore moins au Burkina, si nous-mêmes, nous pouvons prendre en main notre destin et lutter efficacement contre le terrorisme. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc vous êtes d'accord? Par contre, je suis d'accord pour la mutualisation de nos efforts. Qu'on se donne la main de façon sincère, de façon honnête contre l'ennemi qui est commun. En ce moment, nous avons besoin du Ghana, nous avons besoin de la Côte d'Ivoire. Mais déjà, vous constatez qu'à l'échelle même de l'Afrique, même du G5 Sahel, nous ne sommes même pas capables de mutualiser nos forces pour arriver à repousser cet ennemi-là. Donc le problème, il est ailleurs. Et il est fondamentalement politique. Et ça me ramène encore à moi, ma conviction de sankariste, qui voudrait que nous prenions en main notre destin. Et comme Sankara le disait, si je suis seul à dire que je ne paie pas la dette, prochainement je ne serai pas là, ben, finalement on l'a tué. Il faut que nous, Africains, nous puissions tirer aussi des enseignements, des leçons du passé et comment nos héros ont été assassinés à travers l'Afrique. Si nous voulons que cette jeunesse-là puisse justement aller de l'avant dans la liberté, dans l'indépendance et assumer, je dis bien assumer, la souveraineté de nos États. Et est-ce qu'on peut assumer la souveraineté de nos États en continuant dans cette dynamique? Mais bien sûr qu'il faut rompre avec le passé. Je suis d'accord avec vous. Mais pour rompre avec le passé, il y a aussi la méthode. Et la méthode, ça sera quoi finalement? Mais la méthode, ce n'est pas parce que nous allons prendre des armes contre la France qu'on va se libérer. C'est en disant à la France, nous sommes désormais un pays souverain et nous savons que la France n'a que des intérêts. Nous aussi, nous n'avons que des intérêts. Chacun défend ses intérêts. Et vous pensez aujourd'hui que nous défendons nos intérêts dans ce partenariat-là aujourd'hui? Véritablement? Mais bien sûr. Parce qu'après Pau, il a été question de mutualiser le renseignement, de maximiser les forces au niveau des frontières. Mais il se trouve que malgré peut-être cette mutualisation, je ne sais pas si c'est opérationnel, les terroristes continuent d'endeuiller nos familles, nos populations. Ça veut dire que quelque part, le renseignement continue de faire défaut. Vous savez, un général
Malheureusement, il n'est pas au Burkina, mais un général burkinabé qui dit que le terrain détermine la manœuvre. Vous voulez parler de Djibril Bassolé? Bien sûr. C'est une expression militaire qui est bien profonde. Le terrain détermine la manœuvre. Ça veut dire, si vous ne maîtrisez pas le terrain, votre manœuvre est limitée. La profondeur organisationnelle des terroristes, leur emprise, et n'oubliez pas que c'est une guerre asymétrique, et combattre une guerre asymétrique suppose, comme vous le dites, un renseignement poussé. Et le gouvernement déjà fait des efforts en légiférant dans le domaine, parce qu'il faut permettre aux populations de pouvoir soutenir l'effort de défense et de sécurité de façon inclusive, pour ne pas parler de stigmatisation et de repli identitaire, et arriver à identifier l'ennemi. Sinon, vous pouvez vous tromper de cible. Donc, toutes ces questions, ça peut prendre du temps, mais l'essentiel, de mon point de vue, et j'en suis convaincu, c'est que nous viendrons à bout du terrorisme, qui ne peut se mettre sous aucun habit, encore moins sous l'habit, sous des couleurs religieuses. Cet espoir, c'est qu'on le nourrit depuis des années, mais jusque-là, le bout du tunnel, Je pas sais, d'avenir. Monsieur Guébré, combien de temps a-t-on mis toute l'humanité pour combattre et vaincre, par exemple, le nazisme après la Seconde Guerre mondiale? Mais on est parvenu. Je crois qu'ici aussi, on y parviendra. Il faut continuer à espérer. Vous parlez tout à l'heure du général Djibril Bassolé. Que pensez-vous de son interview depuis Paris? Il parle justement d'élection 2020. Il dit qu'effectivement le terrain commande la manœuvre. Tout à fait. C'est son point de vue que je respecte. Vous savez, en la matière de liberté d'opinion, moi, je ne vais pas rougir. Mais je trouve quelqu'un qui est très malade, qui a eu la pitié pratiquement des observateurs pour se faire évacuer. Sa priorité, de mon point de vue, ce n'était pas les journaux, c'était sa santé, recouvrer au plus vite sa santé et puis revenir au Burkina pour le combat politique commun que nous menons. Mais bon, moi je respecte sa liberté d'opiner. Il parle donc de 2020. Les élections législatives présidentielles, c'est pour le 22 novembre. C'est désormais acté en Conseil des ministres. Tenir les élections malgré tout, malgré ce contexte sécuritaire finalement? Oui, non seulement il y a ça, mais il y a aussi les moyens qu'il faut réunir. J'ai cru comprendre que le ministre d'État, M. Siméon Savadro, parle de 100 milliards qu'il faut mobiliser. Ce n'est pas une mince affaire. Mais comme on le dit, la démocratie n'a pas de prix. La démocratie n'a pas de prix. Nous avons eu la chance en 2015 de faire des élections crédibles qui ont été applaudies par toute la communauté internationale. Malheureusement, on a basculé dans une guerre asymétrique, c'est-à-dire le terrorisme qui veut nous amener aux antipodes de la démocratie. Moi, je pense que nous avons la résilience nécessaire, nous avons les capacités, tout Burkinabé confondu, pour résister à cela, parce qu'il y va effectivement de notre souveraineté. C'est ici, effectivement, il faut parler plus de souveraineté et d'aller à des élections pour que les Burkinabés puissent choisir les gouvernants qui peuvent peut-être mieux faire. Dans quel contexte? Avec plus de 600 000 déplacés? Oui, dans le contexte de l'insécurité que nous avons, mais que nous nous donnons les moyens de pouvoir combattre et de sécuriser au besoin ces zones-là. L'UNIPS est déjà prête pour 2020? On va évaluer nos forces, nos chances en fin mars prochain, puisqu'on va à un congrès extraordinaire exclusivement pour parler de stratégie électorale. Il y a eu des candidatures déjà, des investitures, on l'a vu récemment avec Tahirou Barry. Serez-vous candidat contre Roch-Marc Christian Kaboré? Le congrès en décidera. Puisque le bilan de Roch, c'est votre bilan. Ah, tout à fait. Nous sommes parfaitement comptables de son bilan. S'il a un bilan positif, on va applaudir. S'il a un bilan négatif, nous allons aussi assumer. Mais je pense qu'aujourd'hui, son bilan est largement positif. Et je pense aussi que M. Roch-Marc Christian Kaboré a fait un premier quinquennat
et il a toutes les chances aussi d'être réélu en 2020. Donc vous allez battre campagne pour Roch Christian Kaboré? Pourquoi pas? Moi, ça ne me gêne pas. L'essentiel, que le Burkina se porte mieux, même avec M. Guébrin, si vous êtes candidat. Du coup, le sankarisme n'ira pas à Kossiam. Ah oui, parce que Roch Christian Kaboré n'est pas sankariste. Ah, vous croyez toujours qu'il est véritablement sankariste et qu'avec lui, vous allez pouvoir véritablement traduire les aspirations de Oui, de mais il Sankara? travaille déjà avec des sankaristes. Donc il Vous avez dit tout à l'heure qu'il vous faut les manettes du pouvoir pour véritablement traduire cela en Mais acte. bien sûr, mais si on se limite de façon squelettique à 5 députés et à des centaines de conseillers, c'est sûr et certain que notre voix ne pèsera pas. Et c'est pourquoi vous devez être candidat pour arriver à Kossiam. Non, Peut-être que c'est le moment ou jamais. pourquoi pas? Mais on évaluera ses forces et faiblesses. Mais je vous dis que l'essentiel, ce n'est pas mettre Sankara Benaouende Stanislas au perchoir. Quelqu'un d'autre peut défendre le programme en lequel je crois. Ça peut être Roch Christian Kaboré, ça peut être quelqu'un d'autre. Et ça peut être moi-même. Sans cela, peut-être qu'en bon démocrate au sein de votre parti, peut-être que vous céderez la place de la présidence. Oh, vous savez, parmi la kyrielle de partis politiques qui tiennent des instances régulières, c'est bien l'UNIPS. Vous céderez la présidence, peut-être au prochain congrès? Si je rends ma démission, il n'y a pas de souci. Mais à chaque congrès, généralement, le président remet son mandat sur la table. Le congrès passé, c'est ce qu'on a fait. Parce que justement, ça a été le congrès passé, c'est cela aussi qui a été à la base après de la fragilisation un peu, quelque peu de votre parti avec des voix discordantes. On l'a vu notamment avec Alexandre Sankara, mais aussi, on l'a vu récemment aussi avec le député maire de Solenzo, Désiré Traoré. Ah oui, vous m'apprenez N'est-ce quelque pas? chose? Qu'est-ce qui s'est passé avec le député maire? On l'a vu dans une interview aussi, je ne sais plus il s'agit de quel journal, aussi dénoncer le fonctionnement du parti. Il n'est plus à l'UNIPS? Pas qu'il n'est pas à l'UNIPS, mais il donne des sons Oui, mais discordants vous qui m'avez ne dit sont pas tout à l'heure, forcément- quand vous n'êtes pas d'accord, mais vous posez le tablier et puis vous partez. C'est ce que vous attendez d'eux? Oui, mais bien sûr. S'ils ne sont pas en phase, alors qu'ils ont été habilités par le même congrès pour aller à des élections, avoir le mandat du parti, il y a des instances qui se tiennent régulièrement. Par exemple, si vous parlez d'Alexandre Sankara, il est censé être le premier responsable chargé des structures du parti. Il avait même un bureau au siège de l'UNIPS, il ne vient plus. Il semble qu'il a créé le PUR. Donc, nous prenons acte. Il a créé le PUR, mais il reste député du Oui, mais c'est ça le hic, pour un sankariste aussi. Voilà. Quand on parle des valeurs, des vertus, il faut aussi juger les hommes par là. Il était de ceux-là qui sont montés au créneau récemment après la sortie du livre des JBO pour défendre justement Sankara. Non, il y a tellement de gens qui sont montés au créneau. Je vous ai même dit qu'il y avait des sankaristes qui sont dans l'opposition, hein, donc qui luttent contre le pouvoir que nous défendons. Donc vous voyez que des sankaristes qui se retrouvent en contradiction, mais cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas l'UNIPS, je parle de l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, de faire son chemin. Le parti, avouons-le, est quand même fragilisé. Ce sont des poids lourds Pas quand du même. tout. Vous savez, Ce sont des poids lourds. vous savez, dans un parti politique, hein, souvent le départ de ce que vous croyez être un poids lourd, ça fait venir plus de militants qui constituent meilleur poids pour le parti. Et c'est souvent ce cas-là. Ça ne vous inquiète pas, ce départ? Pas du tout. Au contraire, ça me permet de mieux dormir. Ah bon? Ah si. Vous savez, par exemple, Alexandre Sankara, c'est lui-là qui a été à la base du départ du député Saoudro Yama Malik, qui est le membre fondateur de l'UNIPS. Ah bon? Ah si. Je ne vous apprends rien. Je vous apprends rien. Pour des problèmes de positionnement? Mais bien sûr, au cas du euro. Mais je ne vais pas revenir sur ça. D'accord. Alors, une stratégie de l'opposition pour prendre le pouvoir en 2000, Ah oui, en j'ai novembre, beaucoup aimé. Ah. J'ai beaucoup aimé. c'est une bonne chose. Ah oui, c'est une très bonne chose. Ça vous inquiète, non, au niveau de la majorité? Non. Au contraire, c'est une émulation. Et moi, je félicite l'opposition pour cette initiative et je souhaite qu'elle puisse arriver effectivement à cet accord politique-là. C'est mon souhait. Parce que ça va effectivement permettre aussi à la majorité de s'organiser en conséquence. Et c'est la démocratie qui gagne. Vous savez, de par le passé, on avait affaire à une opposition beaucoup plus
hétérogène, les gens, chacun y va avec ses petits calculs. Je me souviens, en 2005, quand nous partions à l'élection présidentielle, nous avons, en tant qu'opposition, bien sûr, fait un atelier, je me souviens, à laquelle générale de péréquation, où nous avons dit comme stratégie contre M. Blaise Compaoré, il ne faut pas qu'on dépasse 3 candidats. Un qui va représenter les sankaristes, un qui va représenter les socialistes, un qui va représenter les libéraux. J'ai encore ces documents chez moi. Et quand nous avons fini notre atelier, on a acté, eh bien, au soir, il y avait 13 candidats de l'opposition. Vous voyez. On va toujours en rang dispersé. Voilà. Et ça nous a rattrapés par la suite. Et beaucoup de partis sont morts en peau de chagrin. Beaucoup de partis n'existent plus. Il y avait même des partis qui étaient pratiquement à la porte du pouvoir, mais qui aujourd'hui ne peuvent même pas avoir 2 conseillers municipaux. Mais si l'opposition, d'ailleurs c'est pour ça, il faut encore une fois de plus féliciter l'esprit démocrate du président Kaboré quand il était président de l'Assemblée nationale. On a opérationnalisé le statut de chef de file de l'opposition politique. J'ai eu, moi, la chance d'assumer les premières charges. Je vous assure, M. Guébré, chers téléspectateurs, que pour avoir un règlement intérieur de toute l'opposition, c'était très difficile. Et pour avoir une stratégie commune, ce n'était pas évident. Jusqu'à ce que nous rentrions dans la question de la révision de l'article 37, qui a pu réunir toute la classe politique, une certaine société civile, autour d'un point commun. Mais nous avons aujourd'hui une opposition renforcée de façon institutionnelle, qui travaille avec une plateforme, et cela contribue à l'ancrage de la démocratie. Une opposition aujourd'hui avec beaucoup de baobabs, l'équilibre dans la balance, c'est en faveur de l'opposition finalement. Dans une forêt, vous avez beaucoup de baobabs, mais les baobabs ne produisent pas les mêmes fruits. C'est pas moi qui le dis. Hein. Du côté de la majorité, il y a beaucoup plus de poids plumes, non? Poids plumes. Vous enlevez le MPP aujourd'hui, qui est d'ailleurs quelque peu secoué à l'interne avec des tendances. Il reste quoi finalement pour la majorité? Dans la majorité, d'abord, nous ne comptons pas en baobab, mais nous avons la gestion du pouvoir d'État. On a un président, un chef d'État qui a été élu et qui est soutenu effectivement par beaucoup de partis politiques. Et je pense que le vrai baobab, en ce qui concerne M. Roch-Marc Christian Kaboré, c'est son bilan. Ce bilan... Son bilan, il est assez mince, non? Squelettique quand même. Ça, c'est votre jugement. Ce n'est pas vrai? Demandez aux populations qui bénéficient aujourd'hui de routes, la gratuité donc des soins. Ça qui a montré ses limites aussi. Hein. Oui, il y a beaucoup de secteurs, c'est transversal. Mais à l'heure des bilans... il y a quelque chose de consistant à présenter? Ça, c'est votre part de vérité. Non, je demande si vous le pensez. Bien sûr. Vous savez, la mise en œuvre du PNDS obéit à une certaine logique. Et quand on parle du développement d'un pays, ce ne sont pas seulement les aspects visibles, mais on tient compte aussi des aspects invisibles pour évaluer la croissance. Comme quoi, par exemple? Prenez le cas des routes. Ça, c'est un exemple. En dehors des routes, qu'est-ce qu'il y a encore à présenter? Dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Qui est en crise d'ailleurs. Oui, la crise est congénitale. Quand vous parlez aujourd'hui de crise, elle est structurelle, elle est mondiale. Il n'y a pas un pays qui ne connaît pas la crise. La France, que nous aimons tant citer, dans la crise, a basculé avec les gilets jaunes. Il n'y a pas eu véritablement d'investissement structurant. Mais vous voyez que, comment il n'y a pas d'investissement structurant quand on parle... Chaque année, on a vu le budget consacré à l'investissement qui est d'arbitrage en arbitrage, se retrouve... Oui, tout simplement parce qu'on est en guerre. Et quand on est en guerre, il y a une priorité. Quand vous devez construire un hôpital, alors que vous êtes attaqué, rien n'essaie de construire l'hôpital que des obus vont détruire. Vous savez que la sécurité sera véritablement un sujet de campagne. Ah, tout à fait. Non, je suis d'accord. Peut-être de premier plan. Je suis d'accord avec vous. Et à ce niveau, vous ne partez pas avec la faveur... Non, mais la guerre, elle concerne tout le monde. Tous les pays qui ont été en guerre,
eh bien c'est toute activité politique cessante qu'on fait chorus pour défendre d'abord la patrie. C'est parce qu'on vit qu'on fait de la politique pour améliorer notre existence. Vous croyez au coup KO pour novembre, pour le président Roch Marc Christian Kaboré? Vous savez, moi, je n'ai jamais fait la boxe. Parce que l'opposition est convaincue qu'il y aura un second tour cette année. Hein. Ah oui? Ben, on verra. Moi, je pense qu'il est permis de rêver. D'accord. Nous sommes en fin d'émission. Vous pensez quoi de l'appel de Manéga qui souhaiterait que... Ah oui, je l'ai lu, mais j'avoue que quand je regarde le collège des sages, le travail qui a été fait par Monseigneur Anselme Tite Ama en 2000, on n'avait pas besoin de l'appel de Manéga. Il suffit simplement de ressortir les conclusions de ce collège-là et vous verrez que les Burkinabés, s'ils avaient appliqué effectivement cette catharsis qui a été faite, le diagnostic qui a été posé avec toutes les recommandations, peut-être qu'on ne serait même pas dans cette situation aujourd'hui. Mais je pense que c'est une bonne chose parce que c'est quand même un collège de sages, c'est un groupe avec des sensibilités bien connues qui fait des propositions dont il faut en tenir compte dans la réconciliation nationale. Et le président du Faso, M. Roch Marc Christian Kaboré, a déjà posé la problématique de la réconciliation nationale lors du dialogue politique. Donc ce n'est pas un sujet devant lequel il faut fuir, bien au contraire, il faut être de façon inclusive dans la dynamique d'une véritable réconciliation nationale qui est le préalable à tout ce que nous faisons. Parce que sans unité nationale, on ne peut pas aller en guerre contre l'ennemi. Sans unité nationale, on ne peut pas avoir des élections qui seront tout de suite acceptées pour qu'on soit dans une dynamique de la démocratie pour le fonctionnement institutionnel. Donc moi, je les félicite d'avoir fait un bon boulot. Mais ils pensent que tout le monde doit s'excuser, y compris les insurgés. Moi, personnellement, je ne suis pas encore dans l'état mental d'aller m'excuser en tant qu'insurgé. Donc, il faut qu'on travaille. Et je pense que quand vous regardez le rapport du Collège des sages, toutes ces questions ont été abordées. Il faut d'abord créer les conditions, notamment mentales, pour qu'on arrive à un pardon sincère. Que ce ne soit pas le pardon qu'on a vu au stade avec les pigeons qui se sont envolés et tout de suite ils sont affaissés sur des micros. Donc, il faut que le pardon soit sincère, que nous donnions la main et le cœur. Parce que ce pays, c'est notre pays, nous sommes tous des frères et sœurs et nous avons tous intérêt à construire ce pays ensemble. Et le programme du chef de l'État, c'est bâtir ensemble. Bâtir ensemble un Burkina Faso de démocratie. D'accord. Merci. Merci. C'est moi qui vous dis merci. Le fauteuil blanc ce soir. Mais je vois que le fauteuil, à force a terni un peu, est devenu un peu pâle, jaune. Peut-être que ceux qui se succèdent ne disent pas forcément la vérité. Merci beaucoup. C'était mon constat aussi. Parce que chacun a sa part de vérité. Tout à fait. Ouais. Merci encore une fois. Merci Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ce numéro de Surface de vérité. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur la chaîne Au Cœur de nos défis. Bonsoir.